Chapitre 1. Contexte et chronologie de l'escalade. Depuis le 28. Depuis février 2026, une escalade militaire est en cours, déclenchée selon des rapports concordants par des attaques américaines et israéliennes contre des cibles iraniennes, qui s'est rapidement transformée en un conflit régional avec d'énormes répercussions économiques. Au cœur de l'onde de choc mondial, l'enjeu n'est pas un affrontement isolé, mais qui maîtrise réellement le niveau de risque sur une des principales artères énergétiques mondiales. C'est le détroit d'Ormuz qui est déterminant. Suite à l'attaque américaine, l'Iran adopte une stratégie particulière. Le régime sait que les États-Unis ne lanceront pas d'invasion terrestre. Ils n'ont pas suffisamment de force sur place pour cela, et juste avant les élections de mi-mandat, Trump ne peut pas se permettre de rapatrier de nombreux cercueils. Le plan de l'Iran est donc assez simple, jouer un mauvais tour aux États-Unis. Et ils le font en faisant grimper les prix chez nous, en prolongeant le conflit aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'il cède. Car chaque jour de ce conflit engloutit des millions. Alors, ils ferment le détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas soudain. Ce scénario est bien connu depuis l'époque de la guerre froide et n'a rien de nouveau. Tout le monde devait s'y attendre et surtout, tout le monde pouvait s'y attendre. Ce n'est pas quelque chose qui nous frappe sans prévenir. Ce n'est rien qui n'était pas prévisible. C'était clairement une réaction à l'action des États-Unis. Et tout le monde le sait. Personne n'a besoin de faire semblant de ne pas comprendre. L'étape décisive vers une guerre économique basée sur la géographie a donc été l'interruption quasi totale, ou bien la restriction drastique de la navigation commerciale à travers le détroit d'Ormuz. Les compagnies maritimes, les assureurs et les chargeurs se sont montrés assez prudents et attentistes après les avertissements, les risques de mines, les attaques contre les navires et l'obligation d'obtenir des autorisations. Le passage a été par moments pratiquement paralysé. Car si une compagnie d'assurance dit qu'elle ne paiera pas les dommages si l'on emprunte le corridor sans que la situation soit clarifiée, alors personne n'est prêt à prendre un risque. Un cessez-le-feu temporaire, censé détendre la situation, a bien été annoncé, mais il était dès le départ assorti de conditions et de différends d'interprétation. En particulier avec l'espoir que la navigation maritime reviendrait à la normale. Mais le blocus n'a pas touché tous les navires. La Chine, par exemple, a négocié ses propres accords avec l'Iran afin que ces navires puissent passer sans entrave. Il a également été proposé que d'autres navires puissent se libérer en payant une certaine somme en bitcoin ou en crypto-monnaie et se voir attribuer une autorisation de passage commune. Cela signifie que les États-Unis, par leur attaque, ont provoqué une hausse de nos prix, ont renforcé le régime iranien et que nous devons maintenant payer encore plus pour pouvoir passer. Mais les prix n'augmentent pas seulement chez nous, ils augmentent aussi aux États-Unis, ce qui est mauvais pour le gouvernement actuel en vue des élections de mi-mandat. Les 11 et 12 avril, l'accent s'est de nouveau déplacé. Après l'échec des négociations, les États-Unis ont annoncé un blocus maritime qui, selon eux, ne doit pas bloquer totalement le passage, mais cibler le trafic maritime vers et depuis les ports et côtes iraniennes. Parallèlement, l'Iran considérait toute approche militaire dans la région d'Ormuz comme hostile. Les Américains ont donc établi leur propre blocus un peu plus à l'est. Chapitre 2. Pourquoi le détroit d'Ormuz est un levier stratégique ? Le détroit d'Ormuz relie le golfe Persique au golfe d'Oman et à la mer d'Arabie. Il se trouve entre Oman et l'Iran, formant un goulet d'étranglement avec des routes maritimes définies. À son point le plus étroit, le passage ne fait qu'environ 29 000 marins de large. Les chenaux navigables sont généralement très limités, grâce à des canaux d'entrée et de sortie distincts et étroits avec une zone tampon. C'est ce qui rend le détroit d'Ormuz si vulnérable militairement et économiquement. Quelques mines, drones ou même seulement la menace crédible de leur présence, ainsi que le risque d'un malentendu, suffisent à remettre en cause l'assurabilité et la gestion opérationnelle des risques. Ainsi, ils peuvent fermer le passage sans qu'une batterie côtière contrôle chaque mètre. Ils n'ont même pas besoin de couvrir toutes les zones ni de patrouiller massivement. La simple menace d'attaquer un navire suffit pour que les navires, ou bien les compagnies d'assurance, cèdent et disent alors aux armateurs ou aux fournisseurs « Faites attention, je ne paierai pas les dommages si l'Iran menace de détruire les navires et que vous continuez quand même à passer par là. » Et personne ne veut prendre ce risque. Et ainsi, on bloque ici un assez grand corridor rien qu'avec l'annonce crédible de tirer sur les navires, sans qu'aucune assurance ne soit disponible. Ensuite, ce serait une perte totale. Énergétiquement, le détroit d'Ormuz a un effet multiplicateur.
L'Agence internationale de l'énergie estime qu'en 2025, environ 20 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers seront expédiés chaque jour par le détroit d'Ormuz. Cela correspond à environ un quart du commerce mondial de pétrole transporté par voie maritime. Zusätzlich hängen alle LNG-Ströme dran. Une part importante des exportations de GNL du Golfe Persique passe par ce détroit, et il n'existe pratiquement aucun itinéraire de rechange pour le GNL. Aucun itinéraire de rechange d'une ampleur comparable. L'Agence américaine d'information sur l'énergie décrit également Ormuz comme l'un des principaux points d'étranglement pétroliers au monde, avec peu d'alternatives réalistes si le détroit venait à être bloqué ou pratiquement infranchissable. Cela signifie qu'ils savaient de toute façon que cela allait arriver et qu'il y aurait un problème. Quel est donc le problème des Américains ? Ils ont raisonné un peu comme la Russie, mais ont agi différemment. Il faut en effet le voir ainsi. Ce que les Américains savent très bien faire, c'est éliminer une équipe dirigeante. Nous l'avons vu par exemple avec le Venezuela, nous l'avons vu dans de nombreuses opérations par le passé. Nous l'avons également vu ici avec l'Iran. La première équipe dirigeante a été complètement éliminée et ils sont tous tombés en l'espace de quelques heures. Nous parlons ici du chef d'État suprême, nous parlons ici du ministre de la Défense, nous parlons du chef des forces armées de l'Iran, nous parlons également du chef des gardiens de la Révolution, et ainsi de suite. Des postes de direction importants ont été éliminés. En un coup, ils ont été plus ou moins décapités. Mais Trump ou le gouvernement MAGA ne comprennent pas comment fonctionne un tel régime. Je pense qu'ils ne s'y sont pas suffisamment intéressés non plus, car Trump continue de penser comme un homme d'affaires. Il pense que tout le monde veut et est prêt à négocier un accord avec lui. Mais ce n'est pas ainsi avec un régime, surtout au Moyen-Orient. Ils ne veulent pas d'accord, seulement maintenir le pouvoir du régime. Et ils savent aussi que l'Iran est un pays très fermé et qu'il possède également de nombreuses forces armées. Et surtout, ils savent que cela coûtera extrêmement cher d'envahir ce pays, tant en matériel, en ressources financières qu'en vie de soldats. Et ils savent aussi que Trump n'est pas prêt à prendre ce risque. Donc, ils sont en position de force. Ils ferment simplement le détroit d'Ormuz, laissant les prix augmenter du côté américain. Ils montrent aussi à l'étranger que Trump n'arrive pas à conclure un accord ici, et chaque jour où ce conflit continue ainsi, le pouvoir du régime augmente, et celle des États-Unis devient de plus en plus ridicule. Chapitre 3. Blocus américain et faisabilité militaire. Selon Reuters, l'armée américaine a également laissé entendre qu'elle ne gênerait pas la liberté de navigation des navires à destination de ports autres que ceux de l'Iran. Politiquement, cela a été justifié par le président américain Donald Trump, en affirmant qu'il ne fallait pas permettre l'extorsion ou le chantage. Parallèlement, de fortes menaces militaires ont visé les vedettes rapides iraniennes et la mise en œuvre d'un blocus a été annoncée. Opérationnellement, un tel blocus est une question de ressources et d'escalade, qui nécessite pour sa mise en œuvre une présence durable, un cadre juridique clair incluant les questions humanitaires, et en fait un nombre considérable de navires de guerre. Les experts doutent aussi que les seuls blocus suffisent à imposer des résultats décisifs. En même temps, chaque nouvelle ligne rouge militaire augmente le risque d'incident, surtout dans des zones maritimes étroites où les malentendus et les erreurs de classification peuvent rapidement dégénérer. À cela s'ajoute, même avant le blocus américain, le trafic avait déjà été fortement réduit par des avertissements, radios, des régimes d'autorisation et la peur des mines, ce qui fait du blocus plutôt un deuxième niveau de contrôle supplémentaire et non un moyen qui rétablit automatiquement la normalité. Chapitre 4. La Chine entre diplomatie, intérêt énergétique et guerre de l'information. La position officiellement documentée de la Chine est avant tout diplomatique, mais clairement opposée à une escalade. Dans les rapports de Reuters, le blocus américain était décrit par la partie chinoise comme allant à l'encontre des intérêts internationaux. Il est demandé de faire preuve de calme, de retenue et de rechercher une solution politique. Le ministère chinois des Affaires étrangères qualifie le détroit d'Ormuz de corridor central pour le transport de marchandises et d'énergie. Le blocus est qualifié de dangereux et d'irresponsable. La cause de la perturbation de la navigation est attribuée à la guerre et l'accent est mis sur le cessez-le-feu et les négociations. Le représentant de la Chine à l'ONU a clairement déclaré que son pays ne soutenait ni les attaques contre les États du Golfe, ni le blocus, ni la fermeture du détroit d'Ormuz et souhaitait une stabilisation rapide ainsi que la liberté de navigation. Chapitre 5. Le retrait typique de Donald Trump. Comme toujours, Donald Trump fait quelque chose d'impulsif, puis il voit les conséquences, il menace l'autre camp, celui-ci ne se laisse pas intimider et il fait marche arrière. Bien sûr, chaque recul du gouvernement MAGA est présenté comme un succès, comme c'est le cas maintenant, car voici ce qu'il vient de publier sur son réseau social.
La Chine est très heureuse que je maintienne le détroit d'Ormuz ouvert en permanence. Je fais cela pour lui et pour le monde entier. Une telle situation ne se reproduira plus. Ils se sont engagés à ne pas envoyer d'armes à l'Iran. Le président Xi veut me faire une grande accolade quand je le verrai dans quelques semaines. Nous travaillons ensemble de façon très efficace. Et puis il explique que les États-Unis sont très forts pour se battre, mieux que quiconque. Et on le voit aussi en Iran, les États-Unis sont actuellement aussi efficaces pour atteindre leurs objectifs que la Russie et l'Ukraine. Et pourquoi ? Eh bien, comme annoncé dans le chapitre précédent, les États-Unis sont très doués pour mener une frappe de décapitation. Mais tout ce qui vient après, si on ne veut justement pas conclure d'accord avec eux. Et s'il n'y a pas d'opposition prête à prendre le pouvoir, alors la direction en place est simplement remplacée par une nouvelle qui poursuivra exactement la même politique. Sinou, et plus radicalement qu'avant. En fait, je voulais s'en terminer la vidéo en disant que la prochaine fois, nous verrions à quel point Trump s'est encore lourdement trompé cette fois-ci, mais nous l'avons déjà vu dans le chapitre 5 qui a été avancé puisqu'il a été publié en plein milieu de l'enregistrement. Merci à tous les abonnés, membres et à la Algo Crew, ainsi qu'au lieutenant-colonel René Kirsler et Tiferio Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine vidéo.